Imaginez un continent où des villes entières étaient pavées d'or, où les rois portaient l'ivoire comme symbole quotidien de statut, et où des universités prospéraient à côté de palais couverts de métaux précieux. Un lieu où des empires dominaient des routes commerciales internationales, établissant des accords diplomatiques avec des puissances étrangères bien avant l'apparition des nations modernes. Cet endroit n'est pas un décor fictif, ni une utopie créée par des idéalistes, c'est l'Afrique précoloniale. Plus précisément, c'est l'histoire grandiose, mais souvent effacée, des royaumes africains qui ont transformé l'or en pouvoir, influence et civilisation. C'est l'histoire de peuples qui, avec sagesse, culture et richesse, ont érigé des trônes étincelants défiant les récits eurocentriques encore persistants aujourd'hui. Au fil des siècles, l'Afrique a été injustement dépeinte à travers des lentilles limitées et déformées. Pour beaucoup, le continent est synonyme de pauvreté, de conflits et de sous-développement. Pourtant, cette vision ignore un passé glorieux et sophistiqué. Avant les invasions coloniales, l'Afrique abritait des royaumes puissants et économiquement dynamiques, dont les richesses naturelles et culturelles rivalisaient et dont bien des cas surpassaient celles des empires européens, asiatiques et américains de l'époque. Des royaumes tels que Ghana, Mali, Songhai, Bénin, Oï-Gréco, Aksum et Zimbabwe ne prospéraient pas seulement économiquement. Ils développaient des systèmes politiques complexes, des institutions éducatives, des arts raffinés, des systèmes judiciaires et des réseaux commerciaux qui atteignaient les confins du monde connu. Et, au cœur de ces grandeurs, se trouvait l'or non seulement comme ressource, mais comme symbole de souveraineté, moyen d'échange et outil diplomatique. Au XIVe siècle, Mansa Moussa, empereur du Mali, entreprit un pèlerinage à la Mecque qui demeure aujourd'hui l'exploit le plus extravagant jamais enregistré d'un monarque africain. Sa suite comprenait des milliers de soldats, serviteurs et chameaux transportant des tonnes d'or. À chaque halte, il distribuait le métal avec tant de générosité qu'il provoqua une inflation dans des régions entières d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Cet acte n'était pas seulement une démonstration de foi. C'était aussi une manifestation de pouvoir et de prospérité inégalée qui plaça le Mali sur la carte du monde islamique et européen. Mais l'histoire ne commence ni ne s'arrête avec Mansa Moussa. Avant lui, l'empire du Ghana dominait déjà l'extraction et le commerce de l'or, contrôlant des routes commerciales transsahariennes cruciales reliant l'Afrique de l'Ouest au monde méditerranéen. Des siècles plus tard, l'empire Songhai reprit cet héritage, étendant son territoire et ses réseaux économiques avec une efficacité stratégique digne des grands empires mondiaux. Ce royaume maintenait des armées bien organisées, administrait des territoires vastes et diversifiés, et investissait dans des centres urbains d'éducation, de culture et de jurisprudence. Plus au sud, le royaume du Bénin impressionnait les explorateurs portugais avec ses palais grandioses, ses sculptures en bronze et ses rues larges et bien planifiées. Ce n'était pas un royaume primitif, comme l'histoire occidentale nous l'a trop souvent fait croire, mais une civilisation raffinée avec un gouvernement centralisé et des arrondements développés. Au Zimbabwe, la monumentalité des ruines du Grand Zimbabwe avec ses murs de pierre élevés sans mortier, certains mesurant plus de 11 mètres de hauteur, révèlent la connaissance architecturale et la force organisationnelle d'un peuple ayant construit l'une des plus grandes villes de l'Afrique précoloniale. Il est important de comprendre que ces histoires ne sont ni des exceptions ni des anecdotes isolées. Elles composent une mosaïque vibrante et multifacette de royaumes africains ayant prospéré pendant plus de 1000 ans. Pourtant, pour des raisons historiques et politiques, ces récits ont été obscurcis, minimisés ou complètement effacés des programmes scolaires, des livres d'histoire et de l'imaginaire collectif mondial. Pourquoi cela s'est-il produit? La réponse est directement liée à la colonisation européenne de l'Afrique, qui devait justifier son invasion en prétendant que les Africains étaient barbares et incapables de s'autogouverner. En réécrivant l'histoire et en effaçant les gloires du passé, les colonisateurs consolidèrent leur domination non seulement territoriale, mais aussi idéologique. La conséquence fut dévastatrice. Des générations entières d'Africains et du monde ont grandi sans connaître le véritable héritage de royaumes comme le Mali, Aksum ou le Congo. Ils ont grandi en croyant que l'Afrique n'a commencé à exister qu'avec l'arrivée des navires européens. Reprendre ces récits n'est pas seulement une question de justice historique, c'est une étape essentielle pour reconfigurer la manière dont le monde et les Africains eux-mêmes voient le continent africain. Connaître la richesse matérielle, intellectuelle et culturelle de l'Afrique précoloniale nous permet de comprendre que le développement africain n'a pas commencé avec l'aide internationale ni avec l'indépendance des pays au XXe siècle. Il possède des racines profondes, des trônes ancestraux et des routes pavées d'or, tant au sens propre que métaphorique. Ce voyage de redécouverte est aussi une réponse urgente au présent. Dans un monde qui lutte encore contre les effets durables du racisme structurel et des inégalités globales, reconnaître la grandeur des royaumes africains est une forme puissante d'autonomisation et de reconstruction identitaire. C'est une invitation à regarder l'Afrique non pas avec pitié, mais avec respect. Non pas avec charité, mais avec partenariat. Non pas comme le berceau de la douleur, mais comme le trône de la dignité. En plongeant dans les histoires des royaumes africains précoloniaux, ce que nous trouvons n'est pas un passé oublié, mais un héritage réduit au silence. Un héritage qui doit être récupéré, célébré et raconté avec fierté. Ce texte de l'or au trône n'est pas seulement un voyage à travers la splendeur des anciens empires africains. C'est un manifeste pour la valorisation d'une histoire enterrée sous les décombres de la colonisation et de l'ignorance.
C'est une invitation à reconstruire, sur la base de la vérité et de la justice, la mémoire d'un continent qui n'a jamais été pauvre d'esprit, de savoir ou de pouvoir, mais qui a été, oui, délibérément appauvri dans sa narration. Alors ouvrons les portes des palais oubliés, déchiffrons les parchemins de sagesse des érudits de Tombouctou, écoutons les échos des tambours de guerre et des chants de couronnement. Car l'histoire de l'Afrique n'est pas un prélude à la souffrance, c'est une épopée de résistance, de gloire et de royauté. Et il est temps maintenant de la raconter à nouveau. Pour comprendre véritablement l'ampleur des richesses des royaumes africains précoloniaux, il faut abandonner les stéréotypes superficiels et plonger dans des sources historiques, archéologiques et culturelles qui révèlent un continent vibrant, stratégiquement connecté au monde et extrêmement sophistiqué. Le développement de l'Afrique précoloniale ne se limitait pas à l'abondance des ressources naturelles, bien que l'or, le sel, l'ivoire et les tissus fins en fussent des éléments centraux, mais se reflétait également dans l'architecture, les arts, les structures politiques, les systèmes éducatifs et la diplomatie internationale. Dans chaque région du continent, des royaumes fleurissaient avec leur propre identité, façonnant des civilisations qui défient toute notion de retard ou de barbarie. Commençons par l'Afrique de l'Ouest, où les empires de Ghana, Mali et Songhai transformèrent la région du Sahel en un axe économique mondial entre les 7e et 16e siècles. L'empire de Ghana, qui prospéra entre les 7e et 11e siècles, fut le premier à consolider de manière systématique le commerce transsaharien. Établi dans l'actuelle Mauritanie et au Mali, Ghana contrôlait des mines d'or très productives et des centres urbains qui servaient de comptoirs commerciaux entre les peuples du désert et du golfe de Guinée. Son système de taxation sur le commerce de l'or et du sel rendit ces rois immensément riches. L'or de Ghana était si abondant que, selon des récits arabes, ces rois stockaient des pépites de ce métal précieux comme s'il s'agissait de simples cailloux de rivière. Avec le déclin de Ghana, le vide du pouvoir fut occupé par un empire encore plus grandiose, le Mali. Sous le commandement de leaders comme Sandiata Keïta et, plus tard, Mansa Moussa, le Mali élargit non seulement les frontières politiques de l'ancien empire, mais développa aussi une culture urbaine et intellectuelle florissante. La ville de Tombouctou, avec ses célèbres universités et bibliothèques, devint un phare du savoir islamique, attirant des savants de toute l'Afrique et du monde arabe. Mansa Moussa, le monarque le plus connu de l'histoire africaine, ne se contenta pas de voyager à la Mecque avec une suite quasi mythique. Il fonda aussi des mosquées, renforça les infrastructures de l'Empire et utilisa l'or comme outil diplomatique. Son règne représente le sommet de l'usage stratégique de la richesse africaine, non seulement comme symbole de pouvoir, mais comme instrument d'influence culturelle et spirituelle. Après le déclin du Mali, l'empire Songhai s'éleva comme l'héritier naturel de l'hégémonie dans la région. Au XVe siècle, sous les règnes de Soni Ali et d'Askia Mohamed, Songhai devint l'un des plus grands empires de l'histoire de l'Afrique, tant par son étendue territoriale que par sa complexité administrative. Le commerce de l'or restait vital, mais Songhai se distingua aussi par son système de gouvernance décentralisée, avec des gouverneurs régionaux, une structure juridique formelle et une classe d'écrivains et d'intellectuels très valorisée. Comme ses prédécesseurs, Songhai entretenait des relations avec des peuples arabes, berbères et même européens, démontrant une rare capacité politique et diplomatique. Hors de la région du Sahel, d'autres civilisations africaines tout aussi riches prospérèrent. Au sud-est de l'Afrique, le royaume du Grand Zimbabwe prospéra entre les 11e et 15e siècles. Situé dans l'actuelle nation du Zimbabwe, ce royaume se distingua par son impressionnante architecture de pierre, construite sans mortier, avec précision et monumentalité, et par son rôle de point d'échange commercial entre l'intérieur du continent et la côte de l'océan Indien. Les archéologues ont découvert des preuves de commerce avec la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient, incluant céramique, perles de verre et monnaies arabes. L'or, encore une fois, était la colonne vertébrale de l'économie, extrait à grande échelle et échangé contre des produits de luxe venus de l'étranger. La structure urbaine de Grand Zimbabwe, avec ses complexes fortifiés, ses tours cérémonielles et ses zones résidentielles hiérarchisées, témoignent de l'existence d'une société stratifiée et culturellement riche. En Afrique centrale, le royaume du Congo impressionna les voyageurs européens, en particulier les Portugais, par son organisation sociale et militaire. Entre les XIVe et XIXe siècles, le Congo était un royaume christianisé. Après le contact avec les Portugais, avec une bureaucratie consolidée, des routes commerciales internes bien établies et une élite de cours maîtrisant les langues étrangères. Le royaume était prospère grâce à l'exploitation des métaux, de l'ivoire et à la production agricole organisée en villages autosuffisants. La diplomatie avec le Portugal fut intense et marquée par des traités, des missions religieuses et même des conflits armés. Pourtant, le Congo prouva être une puissance régionale résiliente et astucieuse, démontrant que les royaumes africains n'étaient pas passifs face aux puissances étrangères, mais des acteurs historiques conscients de leurs intérêts et capables de négociations complexes. Plus à l'ouest, le royaume du Bénin, actuel Nigeria, brilla entre les XIIIe et XIXe siècles, reconnu pour son art en bronze et en ivoire, sa gouvernance très centralisée et sa capitale, Benin City, qui fascinait les Européens par son organisation urbaine. L'art du Bénin est l'un des plus riches du monde prémoderne, avec des sculptures réalistes représentant des scènes de cour, de guerre et de religion.
Ses œuvres étaient fondues avec des techniques avancées de métallurgie et servaient de registres historiques visuels, en plus de démontrer la sophistication esthétique de la société. L'Afrique précoloniale était aussi un continent de savoir et de spiritualité. À Tombouctou, en plus des mosquées et écoles islamiques, il existait des centres de copie et de traduction de manuscrits, couvrant des thèmes allant de la médecine à l'astronomie, de la philosophie au droit. On estime que plus de 700 000 manuscrits furent produits ou conservés dans cette seule ville. Ce patrimoine remet en question l'idée que le savoir écrit était étranger aux peuples africains, montrant que l'Afrique a contribué de manière significative au savoir mondial. Tous ces exemples démontrent que les royaumes africains précoloniaux étaient intégrés au monde global, culturellement riches et technologiquement avancés dans leur contexte. Ils comprenaient l'importance de la diplomatie, de la religion, de l'éducation et de la guerre. Ils construisaient des villes, exploitaient les métaux précieux avec des techniques locales, géraient des empires multiculturels et créaient leurs propres systèmes légaux. L'or, symbole par excellence de la richesse africaine, n'était qu'une des nombreuses expressions de leur grandeur. La richesse africaine ne se limitait donc pas à la nature. Elle était construite chaque jour par des mains humaines, par des rois stratèges, des artistes géniaux, des marchands astucieux et des sages qui enregistraient le monde à la lumière de leur propre cosmologie. Cette richesse était tangible, dans les palais, sur les routes commerciales, dans les bijoux, mais aussi symbolique, dans le prestige international, les pratiques juridiques, la sagesse accumulée. L'effacement systématique de ce passé ne s'est pas produit par hasard. Il fut nécessaire pour justifier le pillage colonial. Après tout, il était plus facile de dominer un peuple décrit comme sans histoire que d'envahir des royaumes rivalisant avec ceux d'Europe en sophistication. Il était plus acceptable d'exploiter un territoire dit vide que de piller des empires aux lignes royales millénaires. Cette manipulation narrative servit à délégitimer les Africains comme sujets historiques, simultanément à légitimer l'esclavage, le pillage des ressources et la domination culturelle. Renverser ce processus commence par récupérer et affirmer la vérité. L'Afrique fut le berceau de royaumes puissants, de cultures complexes, de richesses impressionnantes. De l'or au trône, le continent brilla de sa propre lumière, bien avant l'arrivée des colonisateurs. Et cette lumière peut et doit encore éclairer les chemins d'un futur plus juste, pluriel et conscient de son passé. C'est au tournant de l'histoire africaine, entre l'apogée et la chute, entre l'éclat et l'obscurité coloniale, que se révèle le véritable climax du récit des royaumes africains précoloniaux. Un moment de transition décisif, de conflits intenses, de résistance héroïque et de choix qui allait façonner le destin du continent pendant des siècles. C'est le chapitre où les trônes dorés commencèrent à être menacés non seulement par des guerres internes ou des catastrophes naturelles, mais par un nouvel ennemi vorace, l'ambition impériale européenne, nourrie par des siècles de désinformation et par le désir de contrôler à tout prix les routes de l'or, de l'ivoire et tragiquement des êtres humains eux-mêmes. À ce moment de l'histoire, l'Afrique était loin d'être un espace passif ou isolé. Au contraire, la plupart des royaumes étaient connectés entre eux et avec le reste du monde à travers des réseaux commerciaux traversant déserts, jungles et océans. Avec des ambassades dans les cours islamiques et européennes, des échanges d'idées religieuses et scientifiques et des flux constants de marchandises, l'Afrique était une partie active de ce que nous appelons aujourd'hui le système mondial. Mais c'est justement cette intégration qui exposa le continent à de nouvelles menaces, d'abord déguisées en partenariats commerciaux, puis devenues domination brutale. L'or africain, qui pendant des siècles soutint la puissance de royaumes comme le Mali, le Ghana et Songhai, commença à attirer l'attention obsessionnelle des puissances européennes, notamment le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, la France et l'Angleterre. À mesure que ce royaume cherchait à étendre leurs empires d'outre-mer, l'accès direct aux mines africaines et le contrôle des routes commerciales devinrent des objectifs stratégiques. Pour cela, il ne suffisait plus de négocier avec les rois africains, il fallait les affaiblir, les soumettre ou, si possible, les effacer. Le commerce des esclaves, qui s'intensifia à partir du XVe siècle, devint l'outil le plus efficace pour ce projet. L'asservissement des Africains ne commença pas avec les Européens, mais fut par eux transformé en une industrie transcontinentale aux proportions génocidaires. Les royaumes qui auparavant fondaient leur pouvoir sur la production d'or, le commerce légitime et la diplomatie furent progressivement entraînés dans une spirale de guerre constante, encouragée par les armes européennes et alimentée par la demande incessante de captifs. Ce fut un cercle vicieux. Les Européens offraient armes et biens manufacturés en échange d'esclaves. Les royaumes africains, pour obtenir un avantage militaire ou défendre leurs frontières, entraient en conflit entre eux et capturaient des prisonniers. Ces prisonniers étaient vendus et la roue de la destruction continuait de tourner. Mais on ne peut pas interpréter ce moment uniquement comme une chute inévitable. En réalité, ce fut une période de choix politiques intenses, de résistance et de tentatives d'adaptation. Beaucoup de royaumes africains reconnurent la menace croissante et cherchèrent des alliances alternatives, modernisèrent leurs forces armées, diversifièrent leurs économies et résistèrent à la traite des esclaves. Le royaume du Congo en est un exemple emblématique. Au XVIe et XVIIe siècle, le roi Afonso Ier du Congo écrivit plusieurs lettres au roi du Portugal, dénonçant les abus des marchands portugais, demandant de freiner l'asservissement de son peuple et proposant des relations commerciales plus équilibrées.
Ces documents sont des preuves solides que les dirigeants africains n'étaient ni ignorants ni soumis, mais conscients de leurs droits et de la valeur de leur société. Cependant, la marée devenait de plus en plus difficile à contenir. Les Européens, en consolidant des postes côtiers fortifiés comme Elmina, Ghana, Luanda, Angola et Gorée, Sénégal, prirent le contrôle des flux de marchandises et de personnes. En même temps, les puissances coloniales fomentèrent des divisions internes entre royaumes et groupes ethniques, sabotant les alliances qui auraient pu offrir une résistance durable. Les trônes africains, auparavant bâtis sur des fondations culturelles, spirituelles et économiques solides, commencèrent à vaciller sous le poids d'une nouvelle forme de guerre, la guerre de la désinformation, de la corruption et de l'infiltration. Pourtant, même face à la domination européenne croissante, beaucoup de royaumes résistèrent avec un courage remarquable. L'Empire Ashanti, dans l'actuel Ghana, combattit les Britanniques lors de plusieurs guerres entre les 19e et 20e siècles, démontrant une organisation militaire impressionnante et une cohésion sociale. La reine Nzanga de Ndongo et Matamba, actuel Angola, devint un symbole d'astuce et de fermeté en négociant avec les Portugais et en menant des troupes contre l'occupation. En Éthiopie, Menelik II battit les Italiens lors de la célèbre bataille d'Adwa en 1896, préservant l'indépendance du pays et devenant un icône de la résistance africaine. Ces histoires, qui se situent aux confins de la fin des royaumes traditionnels et du début de la colonisation directe, ne représentent pas seulement des actes isolés de bravoure. Elles sont les échos de civilisations conscientes de ce qui était en jeu. Pour les rois et reines africains, il ne s'agissait pas seulement de défendre des terres ou des mines d'or, mais de protéger des modes de vie, des cosmologies, des systèmes éducatifs, des traditions millénaires. Il s'agissait de maintenir vivante une manière africaine d'être au monde, où le trône n'était plus qu'un symbole d'autorité. C'était une connexion spirituelle avec les ancêtres, une source de sagesse et de justice pour le peuple, un pivot autour duquel la société tournait. La transition vers l'ère coloniale n'effaça pas complètement ces valeurs, mais les déplaça. Les trônes furent remplacés par des administrations coloniales, les langues locales par des langues européennes, les savoirs traditionnels par des doctrines religieuses importées. Les palais de terre et de pierre firent place aux forteresses coloniales. Les rois et reines furent déchus au rang de chefs tribaux par les nouveaux occupants. Et pourtant, au milieu des décombres symboliques, l'or brillait encore non seulement l'or physique, mais l'or de la culture, de la mémoire et de la résistance. C'est à ce point du récit que nous comprenons la nature tragique et grandiose de l'histoire africaine précoloniale. L'or, qui un jour soutint des trônes puissants et des cités prospères, devint un appât pour la destruction. Mais il resta aussi le symbole d'un passé glorieux jamais totalement effacé. Et les trônes, bien que menacés, n'ont jamais cessé d'exister dans les cœurs et les pratiques culturelles des peuples africains, même sous l'oppression coloniale. Ce climax de l'histoire africaine n'est donc pas un point final, mais un carrefour. C'est le moment où les rois africains affrontent la modernité européenne avec dignité et intelligence, où les empires du continent refusent de disparaître sans combattre. C'est un rappel que la chute, aussi dure soit-elle, n'annule pas la gloire de ce qui a été construit avant. Au contraire, c'est cette gloire même qui rend la chute si douloureuse, et la réparation si nécessaire. Nous arrivons ainsi au cœur du conflit, la lutte entre la mémoire et l'oubli, entre la vérité et la distorsion, entre la richesse ancestrale et l'appauvrissement narratif imposé. Et dans ce combat, il nous revient, aujourd'hui, de choisir quel héritage nous transmettrons. Celui du mensonge colonial qui réduit l'Afrique à un continent d'absence, ou celui de la vérité historique qui la révèle comme le berceau de civilisations éclatantes, de royaumes puissants, de trônes dorés élevés avec courage et sagesse. La traversée de l'histoire des royaumes africains précoloniaux nous conduit à une vérité puissante. Bien avant que l'Afrique ne soit fragmentée par les frontières coloniales ou définie par des récits occidentaux, elle était déjà un continent de royaumes majestueux, de dirigeants visionnaires et de cultures riches et complexes. L'image d'une Afrique silencieuse, pauvre, marginale et non seulement historiquement erronée, c'est un projet politique d'effacement perpétué pendant des siècles pour justifier l'exploitation et la domination. Conclure ce voyage, c'est donc plus que récapituler des événements. Se revendiquer un héritage, restaurer la dignité et raviver la conscience historique d'un continent dont les racines sont aussi profondes que ses cicatrices. Les royaumes africains qui ont émergé et prospéré avant la colonisation européenne ont été bien plus que de simples expressions locales de pouvoir. Ils furent des empires avec une économie organisée, une culture raffinée, des structures politiques stables, une religion sophistiquée et une influence internationale. De Ghana à Mali, de Songhai au Bénin, du Congo à Aksum, du Grand Zimbabwe à l'Éthiopie, l'Afrique a écrit des chapitres entiers de l'histoire humaine avec sa propre plume, dans sa propre langue et dans son propre style esthétique. L'or n'était pas seulement une ressource, c'était le symbole d'une richesse plus large, la richesse de l'imagination, de l'autonomie, du savoir et de la création. Il faut ici comprendre que l'or auquel nous faisons référence, au sens littéral et figuré, fait partie d'un patrimoine qui palpite encore sous le sol africain et dans l'âme de ses peuples. Il est présent non seulement dans les réserves minérales, mais aussi dans les archives vivantes des traditions orales, dans les danses qui racontent des histoires ancestrales, dans les tissus qui portent des graphismes identitaires, dans les musiques qui ont traversé les océans et survécu au passage de la douleur. Il est également présent dans les structures sociales qui maintenaient la cohésion des communautés, dans des philosophies comme l'Ubuntu,
dans la révérence aux ancêtres, dans la valorisation de la collectivité et de la spiritualité comme éléments centraux de la vie. Cependant, pour que cette richesse soit pleinement reconnue, elle doit être comprise à travers une nouvelle lentille, ou plutôt une vieille lentille qui a été intentionnellement rejetée. Pendant des siècles, l'histoire africaine n'a pas été racontée par les Africains, mais par ceux qui ont tiré profit de leur subjugation. Cette histoire officielle a négligé des conquêtes, effacé des rois et des reines, ridiculisé des traditions et imposé au monde l'idée que l'Afrique n'a commencé à exister qu'avec l'arrivée de l'Européen. Mais comment cette farce peut-elle tenir face aux archives archéologiques, aux chroniques arabes, aux œuvres d'art, aux bâtiments qui résistent au temps et aux traditions qui ont survécu à des générations d'oppression? Réécrire cette histoire, ou plutôt la restaurer, est un devoir collectif et urgent. Et pas seulement pour les Africains ou pour la diaspora noire, mais pour toute l'humanité. Après tout, nier les richesses africaines n'appauvrit pas seulement le continent, cela appauvrit l'imaginaire humain. Quand on cache la diversité et la profondeur de l'expérience africaine, on nie aussi la possibilité d'une histoire globale plus juste, plus vraie, plus complète. La restauration de cet héritage exige un engagement envers une éducation critique et décolonisée. Les écoles doivent enseigner l'histoire des royaumes africains avec le même rigueur et respect qu'elles enseignent Rome, la Grèce ou Babylone. Il faut que les enfants africains grandissent en connaissant Mansa Musa, Sundiata Keita, la reine Nzanga, Askia Muhammad, Ménélique II, Obiaewa et tant d'autres dirigeants qui ont marqué le destin de leur peuple avec sagesse et courage. Il est fondamental que les jeunes sachent que Tombouctou fut un centre d'études de renommée mondiale, que le Grand Zimbabwe abritait une civilisation organisée et que le royaume du Congo entretenait des relations diplomatiques avec l'Europe avant la colonisation. Mais la réparation historique ne se fait pas seulement avec des livres et des discours. Elle exige des politiques publiques concrètes, investissement en archéologie africaine, protection du patrimoine culturel, soutien aux langues autochtones, encouragement à la production culturelle afrocentrée, renforcement des musées africains et restitution des œuvres pillées par les colonisateurs. Il est inadmissible que des centaines de milliers d'artefacts africains restent enfermés dans des vitrines européennes, privés de leur contexte originel, transformés en curiosités esthétiques alors qu'ils sont en réalité des documents vivants d'une civilisation brillante. De plus, la reconnaissance de la richesse africaine doit se refléter dans les relations internationales contemporaines. L'Afrique doit être traitée comme sujet de l'histoire et non seulement comme décor pour des interventions extérieures. Les pays africains n'ont pas besoin d'une sauvegarde, ils ont besoin de respect, de partenariats équitables, de liberté pour décider de leur propre avenir sans imposition néocoloniale. L'or d'aujourd'hui sous forme de pétrole, lithium, uranium, terre fertile et jeunesse vibrante ne peut continuer à être exploité au bénéfice exclusif des grandes puissances. Le trône de la souveraineté doit enfin être rendu au peuple africain. Mais il y a encore une dimension plus profonde à restaurer, l'estime de soi collective. La psyché africaine et afrodescendante, blessée par des siècles d'esclavage, de racisme et de colonisation, trouve dans la mémoire des royaumes précoloniaux une source de guérison. Savoir qu'il y eut une Afrique qui régna avec honneur, qui produisit de l'art avec génie, qui éduqua avec sagesse, qui gouverna avec justice, est un antidote contre le complexe d'infériorité implanté par la violence coloniale. C'est aussi un appel à la responsabilité. Il revient aux nouvelles générations d'honorer cet héritage non par nostalgie, mais par une action transformatrice. Ainsi, à la fin de ce voyage de l'or au trône, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement de regarder le passé avec admiration, il s'agit de regarder le présent avec clarté et l'avenir avec engagement. Les royaumes africains précoloniaux n'appartiennent pas à un temps révolu. Ils vivent dans l'architecture des rêves, dans la force des résistances actuelles, dans la lutte pour la souveraineté intellectuelle, économique et spirituelle. Ils nous enseignent que la grandeur africaine n'était pas un hasard géographique ou un coup de chance, c'était une construction millénaire, collective, intentionnelle. Revisiter cette histoire est donc un acte politique. C'est déclarer que le trône de l'humanité est multiple et que l'Afrique a toujours eu une place à cette table, avec dignité et éclat. C'est dénouer les nœuds du silence, illuminer les ombres de l'ignorance et rappeler au monde et à nous-mêmes que le continent africain fut, est et restera le berceau de civilisations grandioses. Et si l'histoire a tenté d'enterrer cet or sous des couches d'oubli, il est temps maintenant de le déterrer, de le mettre en lumière, de couronner, une fois de plus, la mémoire africaine de l'éclat qui lui est due. L'or est là, le trône attend. Il nous appartient, chercheurs, éducateurs, artistes, militants, citoyens, de reconnecter ces richesses et de rendre à l'Afrique le récit qui lui a toujours appartenu.